Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour, bonjour la communauté DMG. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. J'ai une histoire à raconter. Et cette histoire, je voulais vraiment mettre beaucoup de personnes en garde, de faire beaucoup attention. Parce que il y a quelque chose qui est à la mode actuellement. Ce qui est à la mode actuellement, c'est-à-dire que les femmes et les gens qui prêtent l'argent là, tu veux faire un business, tu dis non, la femme ça là ou l'homme ça là, il prête l'argent, tu peux dire prendre pour prêter, après il rembourse à la personne. Ou soit cette personne là, il a les voitures, tu peux prendre, tu payes un peu pendant un moment. Ou soit le gars là, il a les motos. Quand tu prends, tu peux payer un peu. Jusqu'à la personne donne une date. Si tu ne payes pas, il augmente l'argent. Ou bien la moto, il prend la moto. Faites beaucoup attention. Parce qu'avant de rentrer dedans, il faut chercher à demander. Il faut te renseigner d'abord. Est-ce que les gens, ceux qui ont pris avant, est-ce que leur business marche? Est-ce que, comment dans leur vie? Voilà. Ok, je raconte l'histoire. Il y a un monsieur qui allait voir une dame. La dame, elle avait les motos. Les motos, les bikes là. Maintenant, elle a, si quelqu'un a besoin, c'est 6 mois. Quand tu t'en vas prendre, en 6 mois, tu rembourses. Maintenant, avant les 6 mois passent, si tu ne rembourses pas, elle prend la moto. Tu payes l'argent, mais elle prend la moto. Voilà. L'argent que tu as donné, elle a déjà pris ça. Et la moto aussi avec elle. Voilà. Maintenant, c'était chaque fois ce qu'elle faisait. Elle avait donné la moto là. Et beaucoup d'hommes avaient pris la moto là. Maintenant, ils n'arrivent jamais à payer avant les 6 mois. Jamais. Maintenant, il y a un jour. Maintenant, il y a un monsieur qu'elle connaît bien. Le monsieur, il travaillait, mais il allait prendre ces trucs-là pour augmenter son business. C'est-à-dire que le week-end, les trucs, le jour, avant d'aller au travail, il peut tourner un peu, puis il s'en va, il peut donner la moto à quelqu'un, la personne va travailler. C'est comme ça qu'il faisait. Maintenant, quand le monsieur a pris la moto, il est venu voir la dame. Il dit quoi? Il est venu voir la dame, que Madame Cash, on appelle la dame, pour lui donner un nom comme ça. Madame Cash.
C'est-à-dire, tellement la femme a les moyens. Voilà. Elle est venue voir la dame que lui veut la moto là. Maintenant, quand il a pris la moto, au bout de 5 mois, le monsieur est venu avec l'argent là. La femme est fâchée. Elle dit non, quand elle a dit 6 mois, elle est voyage, elle ne prend pas l'argent. Elle a refusé l'argent. Le monsieur est parti, il est revenu encore. Il dit n'a qu'à prendre. Elle a refusé. Le monsieur qu'on a jeté de l'argent là au salon, puis il est parti. Depuis le monsieur est parti, les business de la femme là, tout est tombé en faillite. Tout est tombé en faillite. C'est-à-dire la maison qu'elle était dedans, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle marche à pied. C'est-à-dire c'était la souffrance totale. Même pour acheter un sachet d'eau, c'est un problème. Pendant qu'on a 3 ans. C'est-à-dire, quand les gens la voient, ils sont étonnés. On dit c'est Madame Cash qui est là. Maintenant, un jour, elle a croisé un pasteur. Elle marchait et puis elle a croisé le pasteur. Le pasteur l'a arrêté. Le pasteur dit qu'on appelait le mal que tu as fait dans le passé là. Ta souffrance là, c'est le mal que tu as fait dans le passé là. Qu'il y a un jeune que tu as donné, ta moto là. Il est venu à l'argent et puis il a pris la moto. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait ce problème là qui ta souffrance là. Si tant que tu vas pas voir le jeune, tu prends pas la moto là. Tu as pardonné le jeune d'abord. Tu pardonnes le jeune avant de. S'il t'a pardonné, la moto là, vous prenez la moto, vous venez ici. Elle n'a pas écouté le monsieur, elle n'a pas écouté le pasteur là. Elle a insulté le pasteur. Elle est partie. Mais quand elle est arrivée à la maison, elle a réfléchi. Elle s'est dit, est-ce que ce que le pasteur a dit là, c'est pas la vérité? Parce que quand elle réfléchit le passé, comment c'était, les trucs, et puis comment, depuis le monsieur est venu prendre, il est venu à l'argent là, à partir de ce jour-là, que ces problèmes ont commencé. C'est là qu'elle a cherché à chercher le monsieur maintenant. Vraiment, pour chercher le monsieur, c'était pas facile. Elle a cherché à voir les jeunes là. Les jeunes, tu sais, eux là, c'est tout ce que tu cherches une personne là. La photo, il suffit qu'ils voient la photo de la personne. Voilà. C'est là qu'ils ont cherché le monsieur. Quand ils sont allés trouver le monsieur, t'as dit que le monsieur est malade. Ça c'est un. Le monsieur est malade. Il s'en sort pas. Le monsieur, c'est la souffrance. T'as dit, la femme de monsieur est partie. La femme de monsieur l'a abandonné avec les enfants. Donc, elle est partie. Le monsieur n'a rien. Même pour acheter un sachet d'eau, c'est un problème. Mais dit quand il a pris la moto, chaque fois, s'il ne connaît pas quelqu'un va venir le coigner. Un jour, la moto même est garée. Il y a une folle qui est venue. Il y a une folle qui est venue rentrer dans la cour. Prend fer, commencer à casser les miroirs, les phares. C'est-à-dire, chaque jour, c'est le problème. Chaque jour, c'est le problème. Et non, l'être humain, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la chance des gens, c'est ce que d'autres en profitent. Parce que elle, son truc, c'est quoi? Son plan, c'était quoi? La moto. C'est-à-dire que si la personne, avant les 6 mois, si la personne force, là, il tombe malade. S'il tombe malade, il n'arrive pas à payer la moto. Quand il vient, non, il était malade, elle ne veut rien savoir. Elle dit le business, c'est le business. Voilà. C'est qu'elle prend la moto. C'est ça qui faisait qu'elle s'enrichit. C'est-à-dire qu'elle t'a déjà utilisé. Ton aura là, elle a déjà pris ça. Et puis, voilà, elle avance. Et la personne là, elle s'en sort pas. Lui, il souffre, il est là. Elle prend la moto, mais toi-même, tu t'en sors plus. Tu es dans la souffrance seulement. Maladie, ce truc, elle t'a déjà utilisé. On doit vraiment faire attention.
Quand ils sont allés voir le monsieur, ils ont expliqué le problème du monsieur. C'est pas trop le monsieur, même, c'est les habits de ses enfants, il avait. Non, c'est pas la peine. Rien qui s'en sortait bien. Tu vois, quand on te prends ton propre argent, tu prends ton argent, là, j'étais un problème. Tu dis non, je m'en sors pas, je vais faire truc. Il veut ouvrir un business, voilà. Et c'est ce business-là qui te met en genoux. C'est qu'ils sont venus, ils ont pris la moto, ils vont aller voir le pasteur. Ils sont allés voir le pasteur a prié. Le pasteur a brûlé le truc, la moto. C'est-à-dire que la femme est free maintenant. Et lui aussi, il est free. C'est-à-dire, c'est la moto qui mettait les deux, tous les problèmes étaient dedans. C'est la moto. Tant qu'on ne brûle pas la moto, ils ne vont jamais s'en sortir. Vous voyez où l'être humain est devenu aujourd'hui. Ils doivent vraiment faire attention. Avant de rentrer dans un truc là, renseignez-vous. Renseignez-vous. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. Je suis venu vous raconter mon histoire que j'ai vécue au Gabon. Je suis sénégalais, mais j'étais au Gabon. J'ai vécu au Gabon pendant 8 ans. J'ai fait la connaissance d'une fille congolaise. Et la façon que j'ai connu la fille, c'est par hasard. C'est pourquoi nous les jeunes, il faut qu'on doit faire très attention. On doit faire très attention. Parce que les gens qu'on croise souvent dehors, là, on ne sait pas qui est qui. Et la fille en question, je l'ai croisée dehors, par hasard. Malgré qu'elle est belle. Et quand je l'ai vue, seulement je suis tombé dans ses charmes. En tant qu'homme, je l'ai dragué, j'ai pris son numéro. Et c'était un samedi, je me rappelle, c'était un samedi. Et on a discuté jusqu'elle est partie. Et le lendemain, c'était dimanche, quoi. Je l'ai appelé et pour qu'on se voit, quoi. Elle m'a indiqué l'endroit qu'elle reste. Elle reste dans le quartier résidence de Libreville, au Déguégué. Tous les gens de Libreville savent le quartier que je suis en train de parler. C'est un quartier résidentiel, au Déguégué. Et en arrivant sur place, j'ai appelé la fille, elle est sortie. Mais à ma grande surprise, l'endroit que la fille reste, c'est une maison abandonnée. Il n'y a personne qui vit là-bas, il n'y a personne. Moi déjà, quand je suis rentré dans la maison, j'ai senti une énergie négative. Je savais que ici, là, c'est un mauvais endroit. J'ai posé la question avec la fille, en disant que, attends, toi tu restes ici? Elle m'a répondu oui. J'ai dit, mais attends, est-ce que la nuit tu dors ici? Est-ce que tu dors, tu passes la nuit ici? Elle me dit oui. Ça m'a mis la puce à l'oreille, quoi. Mais jusqu'à présent, Dieu est en train de me montrer des signes, mais nous êtres humains, nous sommes têtus, quoi. De nature, nous sommes têtus. On ne veut rien comprendre. Et pourtant, Dieu est en train de me parler, hein, en me montrant des signes. Parce que j'ai ressenti ça dans mon corps. C'est comme Dieu qui me parle en me disant que faire très attention. Mais j'ai fait la tête d'eux, la fille m'a fait rentrer dans sa chambre. À ma grande surprise, quand je suis rentré dans sa chambre, je ne me sentais pas bien. Il y en avait une énergie négative qui dégageait dans la chambre en question. J'ai encore posé la fille en question. J'ai encore posé la question encore avec la fille en disant que est-ce que la nuit est-ce que tu dors bien la nuit? Elle me dit oui. Non, c'est seulement les moustiques quoi. Et moi, je ne voyais pas les moustiques. Moi, ça que je voyais, c'est quoi? C'était des esprits. C'était des mauvais... En fait, c'était un mauvais endroit. Ça m'a fait 30 minutes et j'ai demandé de quitter, quoi. Je suis rentré à la maison. Mardi, je l'ai appelé, quoi, parce qu'on avait un rendez-vous mardi. Parce que mardi, elle voulait venir me rendre visite, quoi, pour savoir où j'habite, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était les histoires de Corona, quoi, les histoires de coups de feu qui commençaient à partir de 18h à Libreville.
Il y en avait le coup de feu à partir de 18h. Et notre rendez-vous, c'était 15h. Moi, 15h, j'ai attendu la fille en question. Je l'ai attendue jusqu'à 18h moins. Et la fille est là sur place maintenant. Elle est arrivée. Et le moment qu'elle est arrivée, il y a déjà le coup de feu. Tous les taxis ne circulent plus. Ah, j'ai dit actuellement, je suis carrément tombé dans la merde. Je suis carrément dans la merde. Parce que la façon que j'ai vu la fille, elle est venue pour passer la nuit. Et moi, ça ne m'arrangeait pas. Parce que déjà, je savais que non, il y a un truc qui clochait, quoi. Ah, mais je n'avais plus le choix parce qu'il y en avait déjà le coup de feu et il n'y a qu'un taxi qui circulait. Comment on doit faire? Maintenant, la fille doit passer la nuit. Ah, je n'avais pas le choix. Mais je vous assure, quand on a commencé à dormir, j'ai fait un petit rêve. Le rêve que j'ai fait là, et c'est Dieu qui me parle jusqu'à présent, mais jusqu'à présent, j'ai fait la tête dure. J'ai rêvé que j'ai marché avec la fille, je l'avais attrapée sur la main. Il y en avait un chien noir qui est venu mordre ma main. Jusqu'à j'ai lâché la fille, le chien m'a lâché. C'était le rêve. Quand je me lève comme ça là, j'ai dit waouh. Mais je disais waouh. Et le rêve là, c'est Dieu qui me parlait dans le rêve. Jusqu'à présent, je faisais encore la tête dure. J'ai dormi avec la fille. La nuit là, on a fait des rêves. Mais je vous assure, quand je me suis levé le matin, j'ai laissé une somme de 5 000 francs pour son agent de taxi, quoi, pour qu'il puisse rentrer. En ma grande surprise, dans mon lieu de travail, à partir de 16h, mon téléphone sonne. Quand je décroche, c'est une charge-femme qui m'appelle. Elle me dit, c'est elle? J'ai dit oui. Elle me dit qu'il faut que tu viennes urgence à l'hôpital. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit que non. Il faut que tu viennes tout de suite. Quand je viens, c'est la fille en question qui est là. J'ai dit, ouais, mais ça c'est quoi? On me dit que non, actuellement ça ne va pas. Il faut qu'on doit le faire un transfert dans une clinique de Libreville. Je ne veux pas citer le nom. En arrivant dans cette clinique, on a gardé la fille pendant 3 jours. La facture est sortie 180 000. Un truc que je n'avais pas même programmé, quoi. Un truc que je n'avais pas programmé. Et pourtant, elle est venue dormir seulement une fois. Une seule nuit. Mais la seule nuit là, j'ai perdu 180 000. J'ai dit, waouh, ça c'est quelle histoire encore. On l'a gardé 3 jours. Maintenant, pour rassembler l'argent, ce n'était pas évident. Parce qu'on avait kidnappé la fille à l'hôpital en disant que non, si elle ne paye pas, elle ne sort pas. Je me suis battu jusqu'à j'ai payé, on a libéré la fille. Mais comme la fille vivait seule et avec son état de santé, j'ai dit non, c'est mieux que je la garde. Mais, oh, non, mais c'est grave quoi. J'ai dit non, il faut que je la garde parce que là-bas, elle se sent seule et son état de santé, c'est pas encore ça. Quand j'ai gardé la fille là, c'est là-bas que ça a démarré. Mais j'étais attaqué mystiquement. La nuit là, on ne dort pas. C'est des gens qui rentrent dans nos chambres. On voit les esprits qui rentrent dans nos chambres moi personnellement, en train de me bastonner. Mais j'ai vécu des moments durs. J'ai vécu des moments que jusqu'à l'heure que je vous parle là, je prie un coup. Jusqu'à l'heure que je vous parle là, je prie un coup. C'est-à-dire, je sortais avec une fille qui sortait en vampire. Et moi, je ne savais pas. Tout ce que je savais, tout ce que je voyais, c'était sa beauté. Et la fille en question, elle sortait en vampire. Et moi, je ne savais pas. La nuit comme ça, à partir de 18h, c'est elle qui me dit qu'il faut que je vienne la serrer, quoi. Il faut que je vienne la serrer dans ses bras parce qu'elle a froid. Et moi, quand je la serre, mais son corps est en train de me brûler. Je ressens la façon que son corps chauffe. Mais elle me dit qu'elle a froid. Mais j'ai dit, mais ça c'est quelle histoire encore? Ça c'est quelle histoire? C'est comme ça, moi avec la fille. Je peux dire que pendant 3 mois, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout. Même pour manger, même ce n'était pas évident. Maintenant, pour faire sortir la fille à la maison, mais c'était un combat spirituel. La fille ne voulait pas bouger. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance. Moi, à l'heure là, j'étais déjà mort depuis. Comme moi, j'ai un esprit fort. Hein. J'ai un esprit fort. Mais sinon, j'étais déjà parti depuis. Hein. Je me suis battu jusqu'à la fille est partie. Mais quand elle est partie là, c'est comme carrément j'ai encore déclenché encore une guerre mystiquement.
Maintenant, c'était les hiboux qui venaient maintenant. C'était les hiboux qui étaient venus maintenant installer dans les fenêtres de ma chambre. À partir de 1h du matin, ils sont là. Quand je prends le bâton pour les chasser là, et ils m'attaquent, les hiboux, ils m'attaquent. Non, DMG, le monde là que tu vois là, non, il faut qu'on doit faire très attention. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pris un coup, mais je suis là, je suis en train de parler, je suis en train de raconter mon histoire. Mais sinon, à l'heure là, j'étais déjà parti depuis. J'étais déjà parti depuis. Ça qui m'a sauvé, c'est quoi? C'était la prière. Moi, j'ai pris beaucoup. Hein. J'ai pris beaucoup. Si ce n'était pas ça, j'étais déjà parti depuis. On m'avait attaqué mystiquement. Ses ancêtres et tous. Et je dis, et tous, ils m'ont attaqué mystiquement. Mais je suis là debout et je remercie Dieu. Malgré que j'ai pris un coup. J'ai quand même pris un coup parce que j'ai perdu tout. C'est pourquoi le conseil que je donne en tant que jeune, il faut qu'on doit faire attention des voix. Des voix que vous voyez là. Il faut qu'on doit faire attention. Parce qu'il y a des esprits qui marchent avec nous. Et nous, on ne se rend pas compte. Il y a des esprits, il y a des gens qui sont déjà partis depuis, qui sont là avec nous. On partage tout. On fait des enfants avec eux. On partage tout, mais c'est des esprits. C'est des gens qui sont déjà partis depuis. Je suis là pour partager mon histoire avec la famille, pour donner des conseils en tant que jeune. Il faut qu'on doit faire très attention. Il faut qu'on doit faire très attention. Et tout ce que je demande, il faut qu'on doit se mettre dans la prière. C'est seulement ça qui peut nous sauver. Parce que moi, si ce n'était pas la prière, j'étais déjà parti depuis. J'étais déjà parti depuis. Il y a un pasteur même qui m'a dit que toi, tu es fort. Toi, tu as un esprit fort. Mais sinon, tu étais déjà parti depuis. Dieu merci, je suis là. Je suis debout. Malgré que ce n'est pas encore facile. Mais jusqu'à présent, je me bats. Et la sincère, je vous remercie, vous tous. Et DMG, tout ce que je peux te dire, ton émission là, c'est une émission que tu es en train de sauver des gens. Tu es en train de sauver des gens. C'est Dieu seul qui va te payer. Ça que tu fais là, c'est seulement Dieu seul qui va te payer, quoi. Sache que nous sommes tout cœur avec toute la famille DMG. Merci et bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut la famille DMG, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. S'il vous plaît, partagez, likez. Voilà, donner de la force, ça permet, en partageant et en likant, ça permet de rendre la chaîne plus visible et ça peut aider d'autres personnes à écouter et tout. Et au travers de multiples témoignages et tout ça, ça aide à se rendre compte qu'il y a certaines situations qu'on voyait banales, on peut voir banales mais qui ne sont pas banales. Par exemple, le fait de donner de l'argent aux mendiants et tout, c'est en écoutant des histoires qu'on sait que notre vie peut être bloquée juste en donnant quelque chose à un mendiant qu'on voulait aider. Donc partager, ça aide beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, moi je vais raconter une histoire sur l'école. Bon, je peux dire l'école, les tuteurs et tout, en tout cas c'est par rapport à ça. Donc je commence par le début. Moi, de base, je suis quelqu'un qui, sans vouloir me vanter, je suis quelqu'un qui s'en est toujours sorti à l'école. Voilà, j'étais tout le temps parmi les 5 premiers, bon, parmi les 4 premiers, tout le temps, quelle que soit la classe, quel que soit le niveau de la classe, quel que soit le niveau des premiers, moi je suis tout le temps derrière parce que je me disais que être après les 5 premiers, ça allait me créer des problèmes avec mon vieux. J'avais très peur de mon vieux, donc je me débrouillais tout le temps pour être parmi les 5 premiers. Je ne voulais pas aussi être le premier parce que quand tu es le premier ou le deuxième, tu as la pression, tu as tout le temps la pression. Et moi, je n'aimais pas ça. Tu as la pression des professeurs, quand ta note diminue un peu, là, on te met la pression, on peut appeler même souvent tes parents et tout. Et moi, je n'aime pas ce genre de pression. Donc, c'est ce que je suis depuis petit. Et la deuxième chose chez moi, c'est que dans les 3 premières années d'école, quand j'étais encore petit, je manquais beaucoup les cours parce que je partais jouer aux jeux vidéo et tout. Je jouais même pas, je regardais parce que j'avais pas l'argent pour payer. C'est des trucs qu'on devait payer, c'était en Côte d'Ivoire. Des trucs qu'on devait payer pour jouer et j'avais pas d'argent pour payer. Mais le simple fait de regarder,
me procurait du plaisir, voilà. Donc je manquais les cours, mais après ça, je n'ai plus manqué de cours. J'ai eu à reprendre une classe de seconde parce que cette année-là, j'étais un peu très turbulent. Mais malgré ça, malgré le fait que j'ai repris cette classe-là, je n'avais jamais manqué un jour de cours. Jamais, pas une seule fois dans mon bulletin, j'ai écrit 0 heure d'absence. J'étais tout le temps à l'école. Donc bon, j'en viens maintenant à l'histoire principale. J'arrive en classe de terminale et tout. Et en classe de terminale, il y a un pote sur le bâtiment où j'étais. Et lui, il était en terminale C. Moi, j'étais en terminale D. Et il avait un cousin aussi avec qui il vivait qui était en terminale D, mais on n'était pas dans la même classe de terminale D. Et moi, j'avais commencé à apprendre depuis la classe de seconde, je pense. J'avais commencé à apprendre les trucs d'arrangement de musique, création instrumentale. J'étais plus dans le truc du rap. Donc, je faisais ça. Moi, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup le rap aussi. Bon, il y a d'autres trucs que j'aime dans la musique, mais en ce moment, c'est ce dans quoi j'étais beaucoup à fond. Donc, je faisais ça et lui, je partageais avec des personnes pour avoir des retours et tout. Donc, dans ça, il a su que je faisais un jour dans une causerie, il m'a dit, ah, lui, il a entendu parler que je faisais tel ou tel truc, que ça lui plaît et tout, que lui, il a un studio à la maison, que si je voulais, je pouvais venir, que ça allait être bien si on pouvait travailler ensemble et tout. Là, lui, il a le studio. Moi, comme il sait faire un peu les arrangements, les instrumentales, si des gens viennent chanter chez lui, on peut se faire de l'argent ensemble et tout. Donc, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, allons, je vais voir ton studio. Et c'est là qu'on part ensemble voir le studio. Parce que j'étais aussi un peu intrigué. Je me dis, quel parent va accepter de faire ce genre de truc pour son enfant alors que son enfant encore est dans une classe de terminale? C'est un truc de distraction, ça distrait facilement. Donc on part, on arrive, je visite, je dis, ah ouais, le studio c'est bien quand même. Tout. En tout cas, c'est des trucs que j'avais pas à la maison parce que moi, je faisais ça sur l'ordinateur et sur un simple PC portable. Et c'est pas à faire. Voilà, c'est pas à faire parce que tu peux faire, mais ça va pas bien sonner et tout. Et lui, tout, il avait tout le minimum. Donc là, bon, moi, je suis déjà impressionné et je fais un calcul rapide. Je me dis, bon, de toute façon, moi, après le bac, je quitte la ville. Donc, même si je suis distrait, je ne serai pas distrait pour longtemps. Et aussi, on était déjà au 3e trimestre. Donc, je me fais un calcul rapide. Je lui dis, ah, tu peux proposer à tes parents que je parte rester chez toi. Et voilà. On peut dire à ta mère que c'est juste pour étudier. Comme toi, tu es en terminale C, moi, je suis en terminale D. Et il y a ton cousin qui est en terminale D aussi. On peut dire qu'on va s'entraider en mathématiques et en physique, chimie. Donc, on parle de ça à la mère. La mère dit, OK, elle me rencontre, elle cause avec moi, elle essaie de voir un peu mon état d'esprit et tout. Donc, on parle, après elle en parle à son mari et tout, ça s'arrange et bim, je suis chez eux. On parle même pas un mois, on finit de tout régler, je suis chez eux. Et eux, ils habitaient à 15 minutes de l'école. Donc, c'est encore plus un avantage et tout. Alors que moi, je vivais dans un coin où j'étais obligé de prendre un taxi chaque matin pour partir à l'école. Donc, mes parents aussi ont trouvé ça bien. C'est pourquoi ils n'ont pas posé d'opposition. Sinon, normalement, ils devaient dire non. Et c'est là que j'arrive là-bas. Et en plus, il y avait une autre particularité chez lui, c'est qu'il avait la connexion Wi-Fi. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas partout en Côte d'Ivoire. Donc, déjà que moi, j'aime beaucoup regarder les animés, les films, les séries et tout. Donc, j'avais 2+. Mais, je dois lui dire que moi, depuis que je suis petit, mon père m'a toujours répété, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Et c'est devenu une seconde nature pour moi. Quand je travaille, vraiment, quand je suis à la maison, que je travaille, je peux être distrait. Mais quand je travaille, et que je sais qu'il est temps de travailler, le téléphone peut être à côté de moi. Je ne veux pas toucher au téléphone parce que je sais que je dois travailler. Je suis actuellement en Europe. Quand je vais travailler, souvent, je vois mes collègues qui se cachent un peu, manipuler les téléphones. Moi, ça ne me dit rien parce que je me dis, arrivé à la maison, je peux reprendre au message. Donc, je travaille, je suis concentré. Et c'était déjà comme ça en terminale.
Mais arrivé un moment, je constate que je ne vais plus à l'école. Je peux faire 4-5 jours à la maison sans partir à l'école. Chaque fois que la mère me demande, tu ne vas pas à l'école, je dis non, je ne vais pas, je ne vais pas. Le professeur n'est pas là, on nous a donné des trucs à faire à la maison et tout. Et elle aussi, elle n'insistait pas parce que bon, c'était pas son. Il ne sait pas si elle doit dire qu'elle ne voulait pas me mettre la pression ou tout, mais voilà quoi. Et je m'en sortais aussi avec les notes en classe. Mes notes n'étaient pas devenues trop bizarres. Mais juste que je partais pas à l'école et j'étais plus concentré sur l'étude. J'étais tout le temps là en train de regarder des séries. J'ai regardé une série de 7 saisons en même pas 2 semaines. C'est-à-dire que je dormais même pas. Je dormais même pas. Je me réveille net. Je me brosse. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis devant l'ordinateur en train de terminer la série. Donc c'était ici. Et c'était le premier problème que je manque les cours. Le deuxième problème, c'était avec la mère maintenant. Et là, c'était vraiment compliqué parce que il y avait tout le temps des petits problèmes. Elle me disait des trucs un peu blessants. Souvent, je faisais aussi des trucs du genre, je tapais, il y avait un chien à la maison qu'ils avaient envoyé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais mis mon téléphone en charge et j'avais laissé mes cahiers sur la table. Le chien est venu manger mon chargeur, déchirer mes cahiers et tout. Donc, il était tellement énervé que j'ai tapé le chien. Et elle m'a dit, non, pourquoi tu tapes le chien, tout. Bon, moi aussi, j'avais des chiens à la maison. Moi, je sais que les chiens, quand ils font des bêtises, on les tape pour qu'ils ne recommencent plus, mais pas les taper dans le ventre. Je les tape un peu, si je dois dire, la fesse vers la queue. Là. Je tape là-bas pour qu'il sache que vraiment je suis fâché, ce qu'il a fait n'est pas bien. Sinon, si tu ne fais rien, il va se dire que c'est normal et ça passe. Donc, j'avais des problèmes avec elle par rapport à ça. Et il y avait aussi le petit frère de mon pote là, qui était très problématique. Le truc, c'est que l'enfant, au départ, il était très bien. Il était très bien, l'enfant. Et moi, j'aime beaucoup les enfants, donc je jouais avec lui. Mais j'ai remarqué que l'enfant, quand on joue, quand j'essaie un peu de jouer avec lui et tout, l'enfant essaie de me créer des problèmes du genre, il pleure, il fait une situation de test. Je ne le tapais pas parce que je ne tape pas les enfants comme ça. Donc je ne le tapais pas et surtout que ce n'est pas mon petit frère et tout. Je suis venu quelque part, il ne faut pas que je tape en fond de quelqu'un, ça va devenir problème sur ma tête et ça va mal faire voir mes parents aussi. Donc j'évitais. Mais l'enfant, il essayait tout le temps de me créer des problèmes, donc je me suis éloigné de lui. Un jour, je sors, je rentre, il y a ma valise, j'ai bien rangé toutes mes affaires. Et là, je rentre, je vois toutes mes affaires par terre, éparpillées partout dans la chambre. Et j'ai directement su que c'était lui. Donc je lui demande, c'est toi qui as fait ça? Il me regarde, il sourit, il dit oui. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il me sourit du genre, il rit. Et ça énerve quand quelqu'un fait quelque chose. Tu sais que la personne sait très bien que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Et la personne rit, tu ne sens pas le regret dans les yeux de la personne, sur le visage de la personne. Donc j'étais tellement énervé. J'ai soulevé la main, je voulais le taper. Et après, je me suis souvenu que je ne suis pas chez moi. Déjà, j'ai des problèmes avec la maman. Donc, il ne faudrait pas que j'aggrave. Et que l'enfant aussi, c'est quelqu'un de très calculateur. Je ne sais pas si c'était vraiment un enfant, mais l'enfant était très calculateur. Donc, j'ai soulevé la main. Ça l'a effrayé. Il a commencé à pleurer. Et moi, je suis sorti. Il a une grande sœur. Entre ces deux-là, je pense qu'il y avait 3 ans d'écart. Elle aussi, elle vient. Hey, tu as tapé mon petit frère. Quand ma maman va venir, je vais dire et tout. Il n'a pas voulu discuter. Je suis sorti. Et le soir, la maman vient. Je savais que j'allais avoir des problèmes. J'étais dans la chambre. Je ne voulais même pas sortir. Elle m'a attendu. Quand elle a vu que je ne sortais pas, elle m'appelle. Viens ici. Donc, je sors. On s'explique. Elle me demande des explications. Je commence à m'expliquer. Elle me dit, ouais, il n'a même pas terminé. Elle me dit, ouais. Donc, tu veux dire que l'enfant ment. L'enfant dit que tu l'as tapé et tout et tout. Donc, je me suis tué, je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle finisse. Et elle a marqué un silence. Elle n'a plus parlé pendant 1 à 2 minutes comme ça. Donc, je me suis dit que c'était terminé. Je me retourne, je pars. Elle me dit, voilà, que c'est comme ça, tu es impoli. Au début, tu as fait semblant d'être un bon garçon. Maintenant, tu me montres ton vrai visage. Comme ça, elle a continué à parler. Elle a impliqué mes parents, tout ça. Et j'étais énervé parce que je sentais vraiment l'injustice et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Donc j'étais beaucoup énervé. Et entre-temps, le père, lui, il était au salon, il ne disait rien. Le père, il était au salon, il ne disait rien. Et quand c'est fini, elle a fini de parler encore. Cette fois-ci, je lui ai posé la question. Tu as fini, est-ce que je peux partir maintenant? Elle me dit oui, va-t'en. Donc je sors et le père, il entend mes pas dans le couloir, il m'appelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Et lui, il me laisse terminer. Et ça, c'est un truc que je déteste beaucoup quand on est en train de s'expliquer et que je parle, on me coupe la parole. Je déteste beaucoup ça parce que moi, c'est un truc que je ne fais pas. Moi, quand quelqu'un parle, même si la personne parle 1 heure de temps, je vais tout écouter pour ne pas que la personne dise « tu ne m'as pas laissé terminer ». Et moi aussi, quand je parle, je veux qu'on me laisse parler, aller au bout de mes idées. Mais elle, quand elle m'a coupé la parole, j'étais tellement énervé. Et le papa, lui, il s'est calmé, il m'a laissé terminer. Il m'a dit « ah, il comprend, ok, il n'y a pas de problème, rentre dans la chambre ». Donc je suis rentré dans la chambre le lendemain, c'est comme si l'affaire n'avait pas eu lieu. On n'a plus jamais parlé de ça. Après encore, il y a eu d'autres petits trucs qui se sont passés, tellement des trucs énervants. Et le dernier, c'est que on priait avant la compo. Et il y a un pasteur, un soi-disant pasteur, un soi-disant homme de Dieu. Parce que je ne vais pas dire homme de Dieu, ça n'était pas un. Il est venu et on était en pleine prière et tout. Et il nous met, nous qui devons passer les examens, il nous fait arrêter tout. Et il pose la question que toi tu es en quelle classe, tu dois passer quel examen? On a répondu. Et il y avait aussi la petite soeur qui était là, donc il a prié pour la petite soeur rapidement parce qu'elle devait faire le BPC. Il a prié pour la petite soeur rapidement et il a prié pour nous les grands. Et à la fin, il regarde les 2 autres, il leur dit, vous, si vous touchez à une femme, l'esprit me dit que si vous touchez à une femme avant les examens, vous allez échouer. Et moi maintenant, à mon tour, il me dit, toi l'esprit me dit que tu es quelqu'un qui fait un faux semblant. J'ai pas compris cette phrase-là, j'ai pas compris. Le faux semblant, moi j'ai compris du genre, je suis quelqu'un qui fait semblant d'être une bonne personne alors qu'elle ne l'est pas. C'est comme ça que moi j'ai compris. Et après il me dit, toi l'esprit me dit que si tu couches avec une femme, tu vas pas réussir l'examen. Donc bon, moi j'étais gêné parce qu'il y avait le tuteur qui était là et tout. Moi c'était juste à cause du tuteur parce que c'était, je peux dire que lui, ceux qui étaient là, bon, lui et le cousin qui était le cousin et la petite sœur qui étaient les bonnes personnes dans la maison. Les autres là, eux, ils ne m'inquiétaient pas. Donc j'étais gêné. On finit et on sort. Quand on sort, le lendemain, ça ne dure pas. Le lendemain même, le fils préféré de la dame, lui, il couche avec une fille. L'autre aussi couche avec une fille. Moi, ça ne dure pas. 2-3 jours après, j'avais une copine. J'étais rentré chez mes parents et elle m'appelle. Elle me dit que oui, elle veut qu'on se voit. Donc je savais très bien que quelque chose devait se passer parce que quand elle et moi on se voyait, il y avait toujours quelque chose. On ne se voyait pas tout le temps. Et quand on se voyait, c'est comme si on rattrapait le temps perdu et tout. Donc je savais que quelque chose devait se passer. Et je lui ai dit non, si on se voit, je sais que quelque chose va se passer alors qu'on m'a interdit, sinon je n'allais pas avoir mon examen. Elle insistait, elle me dit non, elle en a envie et tout. Et moi je ne veux pas faire tout. Elle a parlé, tellement parlé que j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Viens. Il lui a dit ok, il n'y a pas de problème, viens. Ce que tu veux faire là, on va faire. Et ce qui va arriver, va arriver. Donc elle est venue et ça s'est passé ainsi. Mais dans la maison, je ne me sentais toujours pas à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je ne sais pas comment dire, j'ai ce réflexe-là, ce 6e sens-là, que quand il y a des situations bizarres, quand ça doit me créer des problèmes, quand ça doit vraiment me créer des problèmes, mon cœur bat fort, du genre je stresse et j'ai peur. Mais quand c'est une situation, même si la situation peut sembler grave, souvent mon cœur est calme, j'ai pas peur. J'essaie moi-même de stresser parce qu'il me dit normalement je dois stresser, mais mon cœur est calme et généralement ça s'arrange. Mais quand j'ai commencé à manquer les cours et tout, je ne parlais plus aux cours, je faisais ce genre de trucs-là, mon cœur battait tout le temps. Donc j'ai créé une situation où j'ai dit que je devais quitter la maison. J'ai dit ça à mes parents d'abord et j'ai dit aussi à mon tuteur que je devais rentrer parce que mes parents avaient trouvé un répétiteur pour moi qui vivait dans leur secteur. Donc ça allait être plus facile pour moi de rester à la maison avec mes parents pour suivre les cours du répétiteur. Je pense que
le tuteur, il avait compris que je voulais partir à cause de ça. Donc, il a essayé de me convaincre de rester. J'ai dit non, je vais partir et tout. Ça me faisait un peu bizarre de lui mentir comme ça parce que je savais qu'il savait, mais il ne voulait pas insister. Donc, je suis parti. Excusez-moi si c'est long, c'est déjà presque fini. Donc, je suis parti et c'est là que j'ai recommencé à étudier. Je me souviens même qu'un jour, je me suis assis au salon avec mes livres de mathématiques, mes cahiers et tout, où il y avait des exercices et tout ça. Je me suis assis. Mon père, il est parti au travail aux environs de 9 heures. Et la position où j'étais assise, la manière dont j'étais assis, quand il est sorti, jusqu'à ce qu'il rentre aux environs de 17h, 18h, j'étais à la même place en train de faire des exercices. Et c'est mon père même qui s'est fâché. Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on étudie. Lève-toi, va t'amuser un peu, tout, va t'aérer l'esprit et tout. C'est là que je me suis levé. Donc j'ai constaté que voilà, vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on passe les examens. Dieu merci, je réussis. Et je suis le seul qui réussit l'examen. Mon pote, son cousin, et même la fille qui a voulu qu'on couche ensemble, elle aussi, elle était en classe de terminale. Elle n'a pas eu son examen aussi. Donc j'étais le seul dans cette histoire-là. Bon, moi et la petite sœur qui avons eu nos examens. Donc je suis allé essayer de montrer ma reconnaissance. Je leur annonce la nouvelle que voilà, le tuteur, je l'appelais papa. La maman aussi, je l'appelais maman. Mais avec tout ce qui s'est passé, là, c'était dur. Donc je suis arrivé et dit, ah papa, voilà, j'ai eu mon examen, tout. Et elle, je regardais son visage, je sentais qu'elle n'était pas heureuse. Je sentais à son visage, elle n'arrivait pas à cacher ses vrais sentiments. Donc je sentais ça, j'ai fini d'annoncer la nouvelle. Le papa était content, il m'a dit, ah, au moins si tu es venu chez moi, tu n'as pas mangé mon riz cadeau, tout, c'est bien, mes félicitations. Et c'est là que je suis parti. Et comme je l'avais dit, moi, chaque vacances, du genre, je savais que je ne devais pas rester dans la ville. Donc je suis allé où je devais aller là. Et j'ai expliqué ça à ma tante qui, elle, prie beaucoup. Je lui ai expliqué l'histoire parce que ma maman lui en avait déjà un peu parlé. Donc, je lui ai expliqué l'histoire de A à Z, tous les petits trucs qui se sont passés et tout. Et ma tante me dit, le chien qui a mangé mes trucs là, c'est sûrement quelqu'un qui l'a envoyé, du genre spirituellement, pour faire ça, pour me provoquer. Et l'enfant aussi, sûrement, on passait par lui pour me provoquer, pour que je fasse une bêtise. Et la dame, elle voulait pas que moi je réussisse à mon examen. Et le faux pasteur, là, le faux homme de Dieu là aussi, c'était lui qu'elle avait envoyé et tout. Donc, ma tante ne m'a pas clairement dit que la femme était une sorcière parce que, bon, je ne sais pas si elle avait peur que je répète ça à mon pote là ou quoi. Mais elle ne m'a pas dit ça clairement. Mais moi, c'est ce que j'ai compris par là, que la dame était une sorcière. Et quand elle m'a vu, elle a vu que vraiment, j'avais, si je dois dire ça comme ça, une étoile et que j'allais réussir parce que moi, tous mes examens, je les ai réussi en un coup. Je n'ai pas repris un seul examen. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a vu et qui lui a fait mal. Donc, elle nous mettait tellement des bâtons dans les roues que seul son fils, normalement, devait avoir l'examen. Mais par la grâce de Dieu, moi, j'ai eu. Et bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu. Donc, c'était un peu là mon histoire pour dire que je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas envoyer son enfant quelque part parce que ça dépend toujours des personnes. Moi, à 100%, quelqu'un peut envoyer ses enfants chez ma maman. Ma maman va bien s'occuper d'eux. Moi, il dit, souvent même, j'avais l'impression qu'on me traitait plus dur que les personnes qui venaient chez nous. Parce que mes parents ne voulaient pas qu'on dise qu'ils font du favoritisme pour leurs enfants. Nous, il y avait une servante chez nous, on faisait tour à tour pour laver les touches. Je lavais moi-même mes habits. La servante ne touchait pas à mes habits. Parce que mes parents disent, c'est moi qui dois laver mes habits. Moi et ma petite soeur. Donc, je ne vais pas dire à un parent ici de ne pas envoyer son enfant chez quelqu'un, mais juste dire aux parents de prier. Et moi, je sais que c'est parce que ma maman prie beaucoup que j'ai pu me sortir de cette situation-là. Parce que ma maman prie beaucoup. Donc, juste prier pour vos enfants. Quel que soit l'endroit où vos enfants doivent partir et tout. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, l'endroit où vos enfants doivent partir, juste prier pour eux. Et inculquer-leur aussi ce réflexe-là de prier aussi. Même s'ils ne prient pas fortement à n'importe quelle heure, mais qu'ils prient au moins chaque matin et chaque soir. Et montrez-leur comment ils doivent prier.
C'est tout. Là, si vous priez vous-même et que les enfants aussi prient eux-mêmes aussi, ça va faire d'autres prières sur eux, leur vie. Et si vous priez aussi pour vous, ça va faire d'autres prières sur vous, vos vies. C'est ce que je peux dire. Sinon, le fait de dire à quelqu'un, il ne faut pas envoyer ton enfant quelque part, le DE est méchant, tout. Tu peux éviter tout ça, être assis à la maison, ça va venir te trouver à la maison. Donc, juste vivez, mais dans tout ce que vous faites, priez. Voilà. Et aussi, au moment qu'ils font du favoritisme pour leurs enfants, là, on peut aimer un enfant plus que l'autre parce que l'enfant fait des trucs qui vont vraiment au cœur. Même dans la Bible, pour les chrétiens, s'ils fouillent, ils vont voir que dans la Bible, Dieu faisait du favoritisme. Même l'histoire d'Israël, Dieu fait du favoritisme pour Israël et les autres là. Souvent, quand ils font des guerres contre les autres, Dieu défend Israël, il ne défend pas les autres, alors que c'est Dieu qui nous a tous créés. Donc le favoritisme existe. Mais ne maltraitez pas l'un pour bien traiter l'autre. Traitez-le au même pied d'égalité. Maintenant, celui qui fait plus de bonnes choses, vous pouvez lui faire des cadeaux pour montrer à l'autre que si lui aussi fait de bonnes choses, il aura aussi des cadeaux. Mais pour dire que comme lui c'est votre enfant, l'autre c'est pas votre enfant, vous allez donner plus. Voilà quoi, je donne un exemple. Vous partez acheter quelque chose et vous savez que vous pouvez acheter que pour une seule personne. N'achetez pas que pour votre enfant préféré ou que pour votre enfant. Si vous savez que vous allez acheter pour une seule personne, n'achetez pas et achetez plutôt autre chose que vous pourrez partager entre eux tous. Ça va éviter les frustrations et tout. Voilà, donc j'ai été long, mais je ne savais pas quelle partie sauter exactement. Donc voilà quoi. Juste aimez tout le monde. Faites-vous ce que vous aimeriez que les autres fassent avec vous et priez pour mettre dessus. C'est tout. Voilà, donc partagez, likez et prenez soin de vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour la famille DMG et toute la famille du monde entier. C'est la première fois, donc vous allez devoir m'excuser. Bon, j'ai une petite histoire, voilà, pour dire le titre, on va dire, on promet pas la mort à tout le monde. Alors, j'ai un fils. Le fils, voilà, il fait des conneries, 2-3 conneries, hein, on est en France. Et voilà, bon, la justice lui colle 3 mois. Et normalement, avec les nouvelles lois, tu te prends au moins 1 mois, après on peut te mettre le bracelet. Donc, le mec, quand il va à l'université des Tétus, là, il tombe nez à nez avec un mec qui fait la gonflette et puis qui sème un peu la terreur dans le monde des blacks, là. Je sais pas, sa famille l'a classé de possédé, hein, parce que ça frappe tout le monde, ça joue les terreurs, bref, un genre de John Brie, quoi. Alors, il le tamponne parce que, voilà, mon fils, bien éduqué, il se retrouvait avec 2-3 amies filles et le mec les avait agressées. Il y avait une ex à lui dedans, dans la bande. Et le mec a voulu tabasser son ex. Et la fille, là, mon fils lui dit, mais non. Et la fille dit, écoute, ça fait 1 an et tout, c'est fini, vas-y, lâche-moi. Donc mon fils est interposé, il est grand, il est tranquille, poli. Je lui dis, écoute, ça se fait pas, ok. On tape pas sur une femme, peu importe ce qui s'est passé, je veux pas savoir, mais si j'entends que tu l'as encore agressé, bah, j'en ferai mon histoire. Le mec a fait son petit scandale et tout, il est parti. Alors, quand il se rencontre là-bas à l'université des Tétus, il sait qu'il est là-bas. Le mec, il a commencé en plus de ça, il est tellement dangereux qu'il ne peut même pas partager une cellule avec qui que ce soit. Donc, il est dans sa cellule tout seul parce qu'il pète les plombs. Il pète les plombs tout seul. Alors, un soir, pendant des jours, je crois que 2 jours après, il devait se retrouver dans la douche.
Il envoie, il parle, mais tout le bâtiment est au courant. Bah écoute, comme le sobriquet du petit, c'est le Parisien, voilà. Écoute-toi le Parisien et tout, dès que je te croise et tout, vas-y, fais ton testament et tout. Moi, j'ai déjà préparé un truc, moi je te plante direct au cœur. Donc dans 2 jours, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Et les gars, ils aiment que ça, ils aiment que ça, que les gens se battent et tout, parce qu'ils s'ennuient là-bas et tout. T'es mort, t'es mort, t'es mort, je vais te planter tout machin, j'ai déjà préparé mon arme. Vous savez que là-bas, ils peuvent même te prendre une brosse à dents. Ils font, il peut faire fondre une brosse à dents, du coup ça fait un pic à glace, hein, je sais pas, moi, ils fabriquent des armes comme ça. Donc pendant la bagarre, quelqu'un te sort un truc, le temps que ça crie, que les surveillants arrivent, bah, il est trop tard. Le mec, il le dit et tous les autres chauffent toute la communauté. Ouais, 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 Parisien, vas-y. Et mon fils, il est là, il dit rien. Tout le monde lui dit, vas-y, réponds-moi, montre que t'es un mec et tout. Il dit à ses camarades, j'ai pas besoin de ça. Ouais, mais il va te tuer dans 2 jours, on se retrouve en cellule, toi aussi, fais ton malin parce qu'il fait son malin et tout. Mon fils dit, ça sert à rien. C'est lui qui est plein de haine, il est possédé, c'est son problème. J'entre pas dans ce genre de jeu. Finalement, il trouve un téléphone, il m'appelle. Il me dit, écoute maman, tu te souviens de. J'ai dit oui. Alors, il me promet la mort dans 2 jours. Il dit, bon, il me raconte l'histoire. J'ai dit, ah, il te promet la mort. Est-ce que c'est lui qui t'a donné la vie? Tu as fait quoi? J'ai pas répondu. J'ai dit, c'est bien chérie. Bon, ben, à dans 2 jours alors. Je reste là. Je dis, Seigneur, mon unique, mon fils. J'ai appelé tous mes ancêtres, les 2 racines côté paternel et maternel. Seigneur Dieu de l'univers visible et invisible. Que tout ce qui souhaite du mal à mon fils, que ce même mal lui retourne. Que tout ce qui souhaite sa mort, que sa mort lui retourne. Donc, j'ai passé 2 jours dans mes prières. 2 jours sans sortir, mais vraiment la totale quoi. À fond la caisse comme une mère peut le faire. Donc, 2 jours plus tard, le fameux jour, les gars sont chauds. La douche aujourd'hui, c'est chaud, c'est chaud. Bizarrement, on n'ouvre pas les portes. Alors, 30 minutes, 1 heure de temps, les gars commencent à taper sur les barreaux. Ouais, ouais, on doit sortir, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. On doit sortir, tout est fermé. Vous savez quoi, la famille? On a retrouvé le mec tout seul dans sa cellule. Il s'est pendu. Mais tout seul, hein? Il s'est pendu tout seul dans la cellule. Et vous savez dans quelle position? Il était à genoux, tête baissée, comme s'il faisait les prières. Vous voyez les mecs à la Mecque, là? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. C'était incompréhensif parce que il a dû bien se baisser pour tirer, parce qu'en temps normal, il pouvait pas, la technique qu'il a pris ne pouvait pas permettre à ce que, ça veut dire qu'il a bien forcé pour, voilà. Et il était en position de prière. Voilà, comme quoi, on ne sait pas comment quelqu'un tout seul, et pourtant le lendemain, il devait y avoir du chaud, quoi. Il était censé tuer mon fils, machin, on le retrouve tout seul, pendu. Voilà. Donc, on ne promet pas la mort à tout le monde. Faites très attention. Très attention. Même dans la rigolade, même dans la pensée. Voilà. Dieu dit, on pêche en pensée, en parole, en action et en omission. Voilà. Donc voilà, le petit, il n'a rien dit. Et le mec qui lui promettait la mort, ben, il est mort tout seul. Merci. J'espère que j'ai pas été très très longue et que voilà, je me suis pas trop embrouillée. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG.
Bonjour la communauté DMG. J'ai une histoire. Et l'histoire que j'ai, c'est le fantôme jaloux. Fantôme jaloux, c'est un monsieur. Le monsieur est décédé. Et puis il est sorti ailleurs. Arrivé là-bas, le monsieur il s'est marié. Il a fait 5 ans avec sa femme. Chaque fois la femme est derrière lui, elle veut connaître la famille, elle veut aller connaître sa famille, elle veut aller connaître la famille. Maintenant, décembre ça là, décembre qu'on est dedans là, le monsieur est venu avec sa femme. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans la voiture. Quand ils étaient presque arrivés à la maison, il a dit à la femme que voilà, qu'ils n'ont qu'à partir, que lui il cherche à voir, il a un ami ici là, il y a longtemps, qu'ils étaient accordés, comme il y a très longtemps, lui il va passer là, il va saluer son ami là et puis il rentre. Ah bien. C'est qu'ils ont continué la voiture, lui il est descendu. Quand ils sont arrivés, il y a la maman de le gars qui était là, le fantôme, et ses soeurs. La femme a expliqué que ouais, qu'elle est venue à son mari, que son mari dit qu'il va passer voir un ami ici. Il a dit le nom de l'ami même. Maintenant que lui, ils n'ont qu'à l'attendre ici. Que c'est ça. Ils ont commencé à pleurer maintenant. Maintenant, ils ont dit à la femme que c'est dans la cour là même qu'il a été enterré. Ils ont montré le truc là, où ils l'ont enterré à la femme. La femme dit elle ne croit pas. La femme a commencé à pleurer. Parce qu'il y a 2 enfants qu'ils ont eu. C'est elle, les 2 enfants là, ils étaient venus, une fille et un garçon. Mais quand tu vois les enfants là, ressemblent bien à le monsieur. Surtout le garçon. Maintenant, non, c'est-à-dire que il a son frère, il a le petit frère du fantôme qui était là-bas. C'est-à-dire, lui n'a pas vu autre femme. Lui n'a pas vu une autre femme, c'est la femme de son grand frère là. Lui cherche, il a forcé, il cherchait à violer la femme. C'est-à-dire, il veut sortir la femme. Comme la femme n'a pas accepté, il a forcé. Le fantôme l'a giflé. Avant de le gifler là, le fantôme, il a vu le monsieur. Son grand frère. Il a vu son grand frère. Le gars l'a giflé. C'est comme ça, lui, ça joue là. Même pour parler, il a tous les problèmes. Sa main est sous sa joue. C'est là. Ils ont fait appel maintenant à un monsieur. Comme lui, il aide les gens. Si c'est un des cas. Mais lui, il a un pasteur. Le pasteur est vraiment occupé. C'est quelqu'un qui est très pasteur. C'est un pasteur. Lui, quoi les autres pasteurs, quand on dit non, il faut payer tel son, lui, il prend pas l'argent. C'est un pasteur qui ne prend pas l'argent. Si tu veux le donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Le jour où tu peux le donner quelque chose, il va dire non. Que c'est bon. Voilà. Le monsieur, le monsieur est très occupé. Il n'a pas pu avoir le monsieur à temps. C'est là. Maintenant, on veut se séparer maintenant. Parce que quand ça s'est passé comme ça, quand le fantôme l'a giflé le petit frère, la dame est sortie. La dame est sortie. Elle a couru, elle est partie. Le fait quelque chose de 4 jours, on ne voit pas la femme. La femme était en ville là-bas. Elle est devenue comme une folle. Elle se sont barrées, elle cherche. Tout ce qu'elle va voir, elle va arrêter la voiture. Elle dit chez son mari. Et si son mari n'est pas dans la voiture, elle est devenue comme une folle. Ceux qui sont allés, ils ont cherché la femme pendant 4 jours. Ils ont vu la femme quelque part. Ils sont partis prendre la femme. Ils sont revenus à la femme. Quand ils sont revenus à la maison,
le dadam a commencé à se retrouver. Maintenant, il y avait toujours le lien entre la femme, le fantôme et puis les enfants. Maintenant, comme il n'a pas pu avoir l'autre pasteur, il y a un autre pasteur, lui, il dit non, lui, il peut faire. Et lui, il a déjà fait un truc comme ça. Quand le monsieur, le pasteur est venu, c'est les liens là, lui, il veut couper. Il a pris un œuf, il avait l'huile d'onction, et puis il a pris un œuf, il a cassé sur la tête des petits garçons. Quand il était là en train de casser, on dirait qu'il a vu le fantôme. Le fantôme a atterri là, il y a un qu'on appelle citronnier là-bas. Il a pris machette, il voulait couper branche de citronnier, il ne sait pas pourquoi il voulait faire ça. Et le monsieur a commencé à le frapper, à le chicoter. Tout le monde voit que le monsieur, il a souffert. Ils ont fui. Puis il a commencé à rire. C'est la folie qui a commencé comme ça, le pasteur là. Parce que le truc là, le fantôme, il aime sa femme et ses enfants. Il veut partir à eux. Maintenant, lui, il est parti. On ne sait pas ce que... Pendant ce temps-là, la femme n'était pas encore venue. La femme était encore en ville, qu'elle cherchait son mari là. Maintenant, quand ils sont venus maintenant prendre la femme, ils sont venus prendre la femme, le pasteur là, le pasteur Strong là, lui maintenant, il venait. Quand le pasteur là était là venu, dans la voiture avec le jeune, ils étaient en route, c'est-à-dire ils étaient encore loin. Il est arrivé quelque part, le pasteur a dit arrêtez-vous, arrêtez-vous. Qu'ils n'ont qu'à garer la voiture. Ils n'ont qu'à garer la voiture. Parce qu'il y a une femme qui est là en train de faire enterrer quelque chose. Que c'est les gens avaient tué. Ils avaient tué le frère à son mari. Ils avaient tué le frère de son mari. Parce que décembre là, ils viennent en décembre là. Elle veut tuer le frère de son mari, que le frère, sa femme et ses 2 enfants. Quand il est allé là-bas, la dame, elle venait d'enterrer. C'est dans la cour là. C'est une grande cour. Il y a des trucs. Il y a la forêt quoi. Puis c'est une grande cour, mais il y a tout dedans. Voilà. Il y a une petite brousse dedans. C'est là-bas, elle est partie enterrer les trucs là. C'est là, le monsieur l'a vu, elle venait. Le monsieur dit viens. C'est quoi t'as là enterré? Elle dit quoi? Elle n'a rien enterré. Ils l'ont tiré, aller vers où elle a tiré le truc là. Maintenant, quand ils sont arrivés là, l'être humain est méchant. Non, c'est pas vrai. Le pasteur a commencé à prier. Elle niait toujours. Quand le pasteur a commencé à prier, Dieu a montré où le truc était enterré. Maintenant, le pasteur a pris une pelle. Quand elle a vu que le pasteur était là, détiré où elle a enterré là, elle commence à faire parler maintenant le pasteur. Le pasteur a dit à le jeune là, lui qui ouvrait la voiture, qu'il n'a qu'à attraper la femme. Maintenant, le temps de l'attraper maintenant, lui, il a commencé à déterrer la chose que vous ne pouvez pas savoir c'est quoi elle avait enterré. C'est-à-dire que elle avait fait le monsieur les petits bois là, en forme de l'être humain là. C'est comme ça le monsieur et sa femme étaient faits. Maintenant, les 2 enfants là, elle a tué qu'on appelait les poussins. 2 poussins, c'est 2 poussins là qui représentaient qu'on appelait les 2 enfants là. Plus une porte, c'est-à-dire que les marmites en banco là, voilà. Dans tout ça, elle a mis dans les trucs là ensemble là-bas pour aller enterrer. C'est-à-dire que le monsieur venait, le frère de son mari venait à sa famille dans décembre là, ils allaient faire un accident en route. Tous les 4 ils allaient mourir. Maintenant quand le pasteur a déterré, la femme
la folie de la femme a commencé. Le monsieur a fait qu'on a back to sender, c'est-à-dire que retour à l'envoyeur. Voilà. Il n'a même pas prié pour elle. La femme est tombée là-bas. Comme ils ont filmé tout, voilà, et puis ils sont partis. C'est là, ils étaient là partis maintenant chez le fantôme là, où le fantôme elle a fait les dégâts. Quand le fantôme a su que lui qu'il passait, qui vient là, lui, il est strong, le fantôme a disparu les enfants là. C'est-à-dire la famille est dedans, la maman et sa grand-mère, la grand-mère des enfants, et ils sont dedans. Et les deux enfants là, on ne sait pas où ils sont passés. Maintenant, quand le passé est arrivé maintenant, on demande quand on voit les enfants là, ils rentrent dans la maison, fouillent partout. Il ne voit pas personne. Le pasteur les a dit non, que quand le fantôme là a vu que lui venait là, c'est là il est venu prendre les enfants, il est parti à eux. Parce que le fantôme ne veut pas se séparer à eux. Sa femme et les deux enfants, il ne veut pas se séparer. La femme de monsieur a commencé à faire par là, ok, il n'a qu'à venir à ses enfants. Le pasteur n'a qu'à envoyer ses enfants. Et la pasteur a dit non, qu'à envoyer un bidon de l'eau, un bidon d'eau. Puis il a fait le tour de la femme, de la cour là, et de la maison. Il a mis du feu autour de la maison, avec l'eau là. Il dit comme ça, le fantôme là va plus. Qui vient là, où il a mis le feu là. Il ne va pas chercher à franchir, il ne peut pas. Il va rester en dehors. Voilà. Mais il va partir, il va prier. Quand il va partir, il va prier que les enfants là vont venir, ils vont revenir. Et un jour comme ça, il a appelé le gars, le pasteur a appelé le gars, qu'ils n'ont pas parti. Que les enfants là sont venus. Non, il y a des pasteurs, honnêtement. Il y a des gens, Dieu les a vraiment coins. Non, ces pasteurs-là, ouais. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils sont venus trouver, les enfants là venaient d'arriver. Ils ont entendu les chants, les prières que les gens étaient là fait. Tellement ils sont contents, ils ont entendu les chants. C'est les enfants, ils viennent d'arriver, même pas 10 minutes. Le moment qu'eux sont arrivés. Ils venaient d'arriver, les enfants sont arrivés quelque chose de 10 minutes. Et puis eux sont arrivés. C'est là, il a prié, il a fait ses prières, il a coupé le lien, les deux enfants. Maintenant, la maman maintenant, en voulant couper les liens, le monsieur ne voulait pas, il dit il aime sa femme. Maintenant, le fantôme est rentré dans la femme là. C'est lui qui parlait maintenant que lui il aime sa femme et ses enfants, il ne veut pas partir. En tout cas, ils ont lutté. À la fin, le fantôme est parti. Et le monsieur a coupé les liens. Voilà. C'est que vraiment, on doit vraiment faire attention de nos jours. C'est-à-dire, tu peux croiser une belle femme quelque part. La femme est décédée quelque part longtemps. Tu peux croiser un joli garçon. Le monsieur est décédé il y a longtemps. On doit vraiment faire attention. Quand on se met à les gens, on doit chercher à vérifier, à connaître la famille avant de partir loin à la personne. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. Comment vous allez? J'espère que tout se passe bien. Je tiens quand même à vous remercier pour les efforts que vous faites pour, comment on appelle ça, et nous édifier sur les affaires mystiques, les affaires mystérieuses. Et je remercie aussi vos auditeurs qui vraiment ne ménagent aucun effort pour quand même raconter des histoires de ce genre-là, pour édifier quand même, comment on appelle ça, les autres auditeurs. Moi, je m'en vais vous raconter une petite histoire qu'a vécu un de mes oncles
Donc mon oncle, on va l'appeler Roland. Et son ami, quand même, on va l'appeler Vincent. Et il s'avère que son ami Vincent, il était revenant, en fait. Et vous savez, dans les années des indépendances, dans les années 60 des indépendances, les jeunes Africains avaient bénéficié de bourses d'études pour aller étudier en Occident, notamment en France, en Belgique et dans les autres pays qui ont eu à coloniser les pays africains. Et donc, mon oncle faisait partie de ces étudiants-là. Donc, une fois en Belgique, à Bruxelles, il s'est lié d'amitié avec son ami Vincent, qui s'avère être un revenant. Et Vincent, quand même, et mon oncle viennent du même terroir, ils viennent du Bénin et tous. Et c'est normal que lorsque vous voyagez, que vous partez dans un pays qui n'est pas le vôtre, que vous vivez en communauté. Et mon oncle vivait en communauté avec les autres étudiants qui étaient venus du Bénin. Et, et il avait comme cochambrier quelqu'un qu'on appelait Vincent. Et ce Vincent, mon oncle nous disait que lorsqu'on parle d'histoire mystique, de revenant, il devient bizarre. Il devient calme, bizarre et assez pas normal en fait. Et mon oncle, il a fait cette remarque. Et vint le moment des vacances. Et voilà, à la fin de chaque vacances, à la fin de chaque année, quand même universitaire, les étudiants rentrent chez eux pour voir la famille. Et c'est normal. Nous, chez nous, en Afrique, quand même, une fois que vous rentrez, vous faites des petits cadeaux aux membres de la famille, tout ça. Et mon oncle m'a dit chose bizarre aussi, lorsque chacun parle de sa famille. Roland, lui, ne parle jamais de sa famille. Il ne parle jamais de sa famille. Vincent, lui, ne parle jamais de sa famille. Il est là, calme. On lui demande, mais toi, tu n'as pas de famille ou quoi? Bon, il rit et puis voilà, quoi, et ça passe, quoi, en fait. C'est tous des Béninois. Donc, mon oncle, quand il est rentré, Vincent dit que non, lui, il ne va pas rentrer, que ça va, qu'il va rester en Belgique et puis à Bruxelles, faire quelques travaux et puis voilà, avoir un peu de sous pour attendre l'année prochaine, quoi. Et mon oncle lui a dit, bon, mais si tu ne rentres pas quand même, donne-moi l'adresse de ta maison familiale et paye quelques cadeaux que je vais amener aux parents et voilà, à tes frères, quoi, tu vois, un peu, quelque chose comme ça. Et mon oncle a dit qu'il a tellement harcelé qu'il a cédé, donc il est parti, il a payé ses affaires et ses petits trucs et il a amené à mon oncle, il lui a donné l'adresse, tout ça, et puis voilà, quoi. Et mon oncle, une fois qu'il est parti au Bénin quand même, il a fait quelques temps, il a cherché le domicile familial de son voisin de chambre, Vincent. Donc, quand il est parti, il a toqué à la porte, voilà, c'était des accueils, tout ça là. Il dit que voilà, il étudie au niveau de Bruxelles avec Vincent et que voilà, Vincent c'est un bon ami, c'est comme un frère quand même. Et il n'a pas eu le temps de venir parce que voilà, il a des sessions à faire et des travaux à faire pour avoir quelques sous, pour mieux prendre soin de sa famille et pour mieux financer ses études. Mais quand même, n'empêche, il a donné ses quelques cadeaux pour sa famille, pour ses frères. Et il s'en est suivi quand même un silence. La famille était calme, perplexe. Bon, mon oncle a dit, bon, sur le fil, il n'a pas deviné grand-chose. Et après, la maman de Vincent a commencé à pleurer, et puis toutes ses soeurs ont commencé à pleurer. Et là, mon oncle s'est posé des questions. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et le père de Vincent a dit à mon oncle de le suivre. Et il est allé derrière, il a montré la tombe de Vincent. Il lui a dit, bon voilà, que Vincent, ça fait longtemps qu'il n'est plus de ce monde, quoi. Ça fait presque 10 ans qu'il n'est plus de ce monde et il est mort d'une manière bizarre et que, comment on appelle ça, et que jusque-là, la famille n'arrive pas à faire son deuil. Jusque-là, il y a un doute qui plane sur son décès. C'est assez bizarre. Et automatiquement, mon oncle, vraiment, il a eu une sueur froide, il a dit. Il a eu vraiment une sueur froide, il était bizarre, terrifié, tout ça là. Et quand il est revenu, comment on appelle ça, et à Bruxelles, Vincent a disparu. Personne ne l'a plus revu, quoi. Personne ne l'a plus revu, voilà.
Là, la morale de l'histoire, c'est pour dire aux gens que voilà, c'est comme on le dit, hein, comme l'adage africain le dit, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Donc souvent, il y a des revenants qui viennent aussi, voilà, et parmi nous, donc de faire très attention, voilà, à cette dimension des choses là aussi. Voilà. Mais mon histoire, elle est assez courte, voilà, c'est juste pour raconter, pour apporter ma pierre à l'édifice de ton émission. En tout cas, que Dieu te garde, que Dieu veille sur ton émission et sur tous les auditeurs aussi. Merci beaucoup, DMG. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.